ben, elle va être avec nous tout au long de la soirée. Elle va se présenter elle-même. Alors, c'est Alexandre Badeau, que vous voyez à l'écran présentement, qui va vous faire cette présentation de contenu. Alors, Alexandre, te présenter un petit peu avant? Oui, donc bonjour à tout le monde. Je vais me présenter rapidement. En réalité, je viens d'une famille de troisième génération d'entrepreneurs. On a construit des tours multi-étagés en ville. On a fait des développements de densification juste au bord de l'autoroute Charest. On a participé activement à développer de manière résidentielle le secteur des sources. Côté formation, je suis ingénieur en structure. Je me suis spécialisé en béton, donc des tours multi-étagés, c'est ma spécialité. J'aime ça. Faut juste bien y penser puis connaître ce qu'il en est. Donc, je vais vous partager ma présentation. Ça sera pas très long. Le tout devrait être bon. On voit bien mon écran? On voit. Excellent. Donc, moi, je vais essayer de vous orienter au niveau de la documentation, un peu de vous informer et de m'assurer qu'il ne reste pas de doute parce qu'on a eu différentes questions. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se questionne, qui s'inquiète sur différents documents qui sont disponibles puis qui n'ont peut-être pas la capacité de toutes les lire ou toutes les comprendre parce que des fois, on parle de documents de 1000 pages. Donc, différentes diapositives qui, pour la majorité, sont des extraits des sites Internet de la ville et de leurs documents. Donc, il suffit de prendre les titres, faire une recherche Ville de Québec avec les titres ou les présentations qui sont là. Vous allez facilement vous orienter vers l'origine de ces documents-là. Bon, premièrement, on a différents documents. Il faut comprendre que ce qui a été présenté, la planification du territoire, c'est de la responsabilité des villes. Donc, c'est eux autres qui fournissent différents documents. C'est l'accueil qu'on va rencontrer quand on essaie de se démêler à travers ceux-ci. Donc, on va parler des schémas d'aménagement et de développement, le SAD, des plans directeurs d'aménagement et de développement, PDAD, les différents autres documents, donc les programmes particuliers, les grands projets, les visions d'aménagement, les rues conviviales. Ça, c'est des documents qui s'orientent vers le tramway et autres. Qui vous touchent un peu moins. Fait que ce qu'il faut comprendre vers ces documents-là, c'est que ça reste des documents qui sont vraiment à l'échelle macro. On parle de développement de territoire. Si on s'attarde au premier, qui est le schéma d'aménagement et de développement, qui a été présenté par la Ville dans la première réunion, ou qui vient tout juste d'être mis à jour. Les différents documents sont renouvelés là, au cours des années là, pour permettre l'évolution des villes. Schéma d'aménagement, on voit en deuxième ligne, qui est un document pour donner les lignes directrices de l'organisation physique des territoires. Je pense qu'au niveau du citoyen, ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être pas ce qu'on peut faire sur le territoire, mais ce qu'on ne peut pas faire parce qu'on parle vraiment d'échelle macro. Donc, ça détermine les grandes affectations du territoire, les vocations privilégiées sur les parties pour orienter le développement. Si on s'attarde sur les cartes, à grande échelle, c'est des cartes qui sont présentées, fait qu'on voit les tramways, on peut s'attarder aux couleurs. Sur celle-ci, le milieu urbain, qui est ce qui nous touche nouveau. C'est une modification qu'il y a eu par rapport au dernier, qui a amené certaines inquiétudes chez du monde. Mais on voit que c'est très grossier. Quand on s'attarde encore plus sur une carte de précision, la majorité de la ville est en jaune, puis c'est vraiment au niveau de la légende que j'attire votre œil cette fois-ci. Quand je dis ce document-là doit plus être regardé pour dire ce qu'on ne peut pas être, c'est que sur ces documents-là, on va identifier clairement les zones industrielles, les campus technologiques, les campus universitaires et autres. Donc, c'est normal de se retrouver en majeure partie en zone urbaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne verra pas un développement de centres commerciaux apparaître dans une zone urbaine. Ce n'est pas dans la vocation des 10 prochaines années et autres de la ville. Ici, on voit de plus près notre secteur. J'ai pris la peine d'amener votre œil avec certaines petites étoiles, faire un zoom encore sur la légende. Énormément parce que quand il y a eu la présentation initiale, on remarquait qu'on se trouvait en urbain Québec. Donc, qu'est-ce que c'est urbain Québec? Est-ce que ça veut automatiquement dire qu'on va pouvoir, à partir de ce document-là, faire un développement de résidentiel quelconque? Pas nécessairement. Si vous regardez la majorité des étoiles, ce sont des zones vertes
qui sont intégrés dans la zone urbaine. Donc, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne pourra pas y voir apparaître un campus technologique, ce n'est pas dans la vision de la ville. On ne pourra pas y voir apparaître un corridor structurant ou tout autre. Fait que pour vous, je pense que c'est vraiment de s'arrêter sur cette optique-là. Ça, c'est la diapositive qui a mené à la présentation de celle-ci. Donc, initialement, quand que la ville nous a présenté le Québec urbain, on avait présenté uniquement la vocation résidentielle sur ce territoire-là, voulant ne pas créer de confusion, mais ça en a amené à l'inverse. Donc, les grands groupes d'usage de la vocation Québec urbain sont de l'habitation, vente détail, parcs récréatifs et autres. Là. Donc, ça englobe la majorité, tout ce qui est îlots et autres, là, ne sont pas identifiés comme zones vertes. Les zones vertes, si vous voulez aller voir sur le document, là, on parle des plaines d'Abraham, des bases de plein air, d'endroits vraiment significatifs. Donc, on est sur une échelle très macro. Deuxième document, le plan directeur d'aménagement et de développement, le PDAD, qui va être révisé. Donc, on va avoir des nouvelles lignes directrices, un peu comme il était fait, peut-être des informations qui vont amener certaines hésitations au niveau des citoyens. On essaiera de vous aider, mais ce document-là ne sera pas révisé non plus à court terme. Là. On visait l'utiliser jusqu'en 2025, découlant de la révision du SAD. Je pense que ça va peut-être être précédé. Donc, le PDAD, encore une fois, à une échelle très macro, qu'est-ce qui nous oriente? Bien là, on voit l'utilisation, il nous présente un peu l'utilisation de tous les documents. Donc, les orientations gouvernementales, on voit le schéma d'aménagement qui apparaît à gauche, plan directeur au centre, différentes politiques, tout s'entremêle pour finir par découler en bas dans les réglementations d'urbanisme. Donc, ce qu'il faut retenir de tous ces documents-là, puis surtout ne pas s'apeurer que celui-ci ou l'information qu'ils détiennent, c'est que la finalité, c'est l'urbanisme, puis c'est une bonne nouvelle parce que le zonage, le citoyen a un pouvoir sur ce zonage-là. Ça, c'est la carte, fait qu'on voit, on comprend qu'il y a encore des petites discordances entre la révision du SAD et du PDAD parce que sur le PDAD, le golf est encore considéré comme une zone de récréation parc avec une affectation d'habitation nulle et une limitation qui concorde avec son zonage, là, limité à 1000 mètres carrés pour commerce et administration. Donc, on arrive sur cette carte-ci qui est la carte interactive de la Ville de Québec qui présente le zonage. Je pense que c'est une information qui devrait être pertinente pour tout le monde, que vous vouliez acheter une maison, modifier votre construction ou voir si ce qui est en train de se faire à proximité de chez vous est adéquat. Cette carte-là vous permet de trouver une information bien importante qui est associée à tout terrain, donc, et possède le pouvoir décisionnel. Si vous allez zoomer sur la carte, là, on voit un peu moins. J'ai pas fait l'exercice de présenter une carte un peu de plus près, mais on va trouver un numéro pour le golf. On parle du numéro 37001 RA, qui est en haut à droite de la feuille, qui présente les usages permis et différentes informations au niveau des volumétries et autres qui peuvent y être faites. On va aussi présenter des fois là, des dérogations, si on a dépassé ça, s'il y a des dérogations mineures de zonage et autres. Donc, dans notre cas, c'est sur ce document qu'on va trouver les usages, parcs, équipements récréatifs extérieurs régional et aussi les hauteurs qui ont été présentés par l'architecte un petit peu avant moi. Donc, malgré tout, que, selon moi, ces documents-là sont quand même clairs. Dans différentes présentations, il y a eu énormément de flou au niveau des usages récréatifs. On a parlé de possibilité d'avoir une piste de motocross ou des usages un peu plus invasifs qui respecteraient le zonage. Il faut comprendre que ces usages-là sont très définis dans le règlement. Donc, le groupe R1 qui parle d'un jardin communautaire ou d'un parc. On comprend que dans notre cas, on n'est même pas dans cet usage-là. On est dans l'usage R3 qui est aussi accepté, qui est un équipement récréatif extérieur régional. On a inclus le golf, centre de ski, centre de vélo de montagne, des stades, on veut dire petit terrain de soccer, petit terrain de baseball, là, des activités comme ça, base de plein air. Base de plein air, on les aurait retrouvées, par exemple, dans le SAD sous un autre format, pas en Québec urbain. Donc, ce zonage-là qui est décisionnel et
peut nécessiter des changements de zonage. En réalité, c'est ce qui vous est demandé par le développeur, c'est ce que la ville vous demande aussi. Donc, à un certain moment, on veut développer de manière douce les villes. Donc, on fait des changements de zonage. Ça, c'est le guide simplifié qui découle, qui vous présente plutôt qu'est-ce qu'est un changement de zonage, comment ça se passe. Donc, on parle de A et B, droite-gauche. C'est deux trucs qui peuvent se faire un peu conjointement, pas nécessairement un après l'autre. La première qui est faite par les entités municipales et autres, là, la ville. Donc, on fait l'analyse du projet. Dans l'analyse du projet, l'architecte en a parlé, on inclut tous les concepts qui nous sont souvent questionnés. Donc, on regarde les comparatifs à proximité, donc les précédents. C'est un point qui est très important dans notre cas. On regarde tous les concepts d'urbanisme, le revêtement, les concepts d'architecture qui viennent de vous être présentés, ainsi que les documents précédents pour savoir si les projets s'intègrent bien. Donc, après ça, la ville peut décider, prendre une décision automatique ou continuer avec un cheminement B. Le cheminement AB, là, qui est les consultations publiques, qui sont de plus en plus populaires, qui sont de plus en plus appliquées et c'est très apprécié, je pense, de tout le monde. Donc, différentes étapes même dans ces documents-là. Pour l'instant, on a déjà passé, donc on est dans ce cheminement-là. Donc, on a une première consultation publique et on continue à travers différentes moutures du projet en interchangeant entre A et B là, au niveau du développement. Si on finit par arriver à l'étape 6 du volet B, donc l'adoption, l'acceptation par la ville qui considère que le projet est adéquat, on va en changement de zonage, on dépose. Et dans ce cas-là, on va tomber là, dans le processus B qui est là. Je ne m'attarderai pas à tout ça. Là. Je vais vous présenter un petit peu, c'est un résumé que je vous ai représenté sur cette diapositive-là. Là. Donc, en tout cas, pour notre cas, ce qui semble être la situation, c'est qu'on a un certain refus au niveau de plusieurs citoyens face à ce changement de zonage-là. Donc, on parle du référendum, un grand mot qui fait peur, mais qui n'est pas si pire que ça. Le référendum, analyse de faisabilité, qui était l'étape que je vous ai présenté tantôt. Adoption du projet, dépôt de changement de zonage, qui est la finalité, l'étape 6. Donc, une fois qu'on est rendu là, qu'est-ce qui arrive? Les citoyens vont être informés par le biais de la greffière. Nous, le comité citoyen, on est en contact avec eux autres, donc on va s'assurer que ces communications-là vont être efficaces. Il faut comprendre que le COVID impacte significativement tous ces processus-là. Donc, c'est difficile pour la ville et pour nous même de vous informer adéquatement sur comment ça pourrait se réaliser. Donc, suite à ce que les citoyens aient été informés du changement de zonage, on va, à la volonté des citoyens, s'ils se manifestent, donc je vous invite à le faire dans le cas échéant, ouvrir un registre. Ce registre-là, les calculs du nombre de personnes nécessaires et autres sont quand même complexes. Je ne m'attarderai pas à ça. L'important, je pense, c'est de vous manifester, que vous soyez pour ou contre, mais c'est de faire valoir votre voix de vote parce que dans tout ce concept-là, si vous ne vous manifestez pas, vous êtes considéré pour le changement de zonage. À cette étape-ci, du moins. Donc, une fois que le registre est ouvert, donc qu'on a le nombre de signatures ou de demandes nécessaires pour ouvrir le registre, il faut le signer. Habituellement, c'était fait à l'hôtel de ville. Actuellement, on comprend qu'avec le COVID, ça risque d'être grandement impacté. Donc, une fois que ce registre-là est signé par la quantité adéquate de personnes, donc encore une fois, c'est une étape souvent qui met fin au cheminement parce que le monde devait se déplacer pour signer sur place. Si ce registre-là n'est pas signé, donc si les citoyens ne se développent pas, la ville accepte le changement de zonage en considérant qu'ils ont voté pour. Si le registre va à l'inverse de cette décision-là, donc continue de s'opposer au changement de zonage, là, c'est le référendum dans lequel, encore une fois, on est invité à voter, mais cette fois-ci avec une orientation pour ou contre. Donc, avant même de se rendre à ces étapes-là, il faut comprendre, je vous l'ai présenté à l'étape B, la ville est à l'écoute des citoyens. Donc, c'est important de les contacter, de leur parler, de passer par les entités qui sont mises en
place. Le comité de quartier, nous, on n'est peut-être pas nécessairement une entité reconnue par la ville, là, mais il faut aviser la ville de nos volontés par rapport au changement de zonage. Parce que des référendums, ça coûte de l'argent, des ouvertures de registres et autres aussi. Ce n'est pas des procédures que la ville aime établir ou utiliser. À l'inverse, là, on a essayé il y a quelques années d'établir la loi 122 pour forcer des changements de zonage sans référendum. Les villes se sont rétractées face à cette loi-là, donc ils se sont en réalité prononcés sur le fait qu'ils ne l'appliqueraient plus. Donc, c'est important de parler en tant que citoyen là, pour tous les aspects de l'évolution de ces projets-là. L'architecte vous l'a dit, je vais vous le répéter, il faut vraiment faire attention aux précédents qui sont créés puis véhiculés par des projets de la sorte. Des fois, on se sent peu sollicité face à un projet parce qu'il touche un lot de terrain qui nous impacte peut-être pas directement, mais il faut comprendre que la densification douce, c'est un concept qui est quand même accepté. Donc, si ton voisin a 6, toi, tu as des terrains que tu décides d'acheter, des maisons en vente en tant que développeur, que tu veux mettre à terre pour développer un concept de densification, c'est sûr que c'est plus facile. Donc, on voit une dégradation là, des fois là, des villes de même. Donc, c'est pas parce que la tour est dans le cours de votre voisin que votre voisin ne vendra pas pour lui se développer de manière différente. Donc, faire attention aux précédents et aux changements de zonage. On a une question qui a été posée souvent. Pourquoi se limiter ou qui vont avoir le droit dans les différentes phases? C'est déterminé de manière assez claire. C'est les zones contiguës qui sont invitées à ouvrir un registre, invitées à signer ce registre et en cas de référendum, c'est aussi généralement par zone contiguë. Là, au niveau des technicalités, une zone contiguë est satisfaisante à ma connaissance pour faire tomber un changement de zonage. Donc, c'est l'information que j'ai pour ceux qui se questionnent pourquoi Saint-Augustin, pourquoi pas d'autres zones. C'est les procédures qui ont été établies par les entités en pouvoir. Là, j'ai fini ma présentation. Pour ceux qui voudront lire les différents documents, je vous invite à lire les chapitres 3-4 du PDAD qui vont présenter les concepts qui nous sont des fois demandés ou ce qui a été présenté un peu par l'architecte. Il y a d'autres documents qui sont présents aussi, qui ont peut-être moins de pouvoir, mais on a un plan directeur à Cap-Rouge qui présente différents points, là, incluant des préoccupations pour des développements résidentiels harmonieux. Document qui n'est pas si vieux que ça, là, qui date de 2007. On a je présente les différents points, là, des soucis de développement commerciaux respectueux envers les résidents. Ça, c'est principalement pour les impacts. Et le cadre bâti, là, donc on parle de l'intégration. Vous connaissez maintenant ces différents aspects suite à la présentation de l'architecte. Un autre document que je trouve pertinent que vous pourrez aller lire pour vous informer. Un citoyen informé est tout le temps beaucoup plus performant. Les visions de l'habitation qui viennent d'être déposées cette année par la Ville de Québec, donc qu'ils devraient respecter, implanter et imposer à tout développement. On attend un nouveau document parce que ce qu'on vit actuellement, c'est vécu un peu partout dans le monde et de plus en plus. Donc, il y a un document, on voit l'exemple de Toronto qui devrait être déposé directement en lien avec ce genre d'insertion-là. Donc, peut-être, si on se laisse un peu de temps, on aura des pistes pour aider tous les acteurs de ce projet-là à la réception de ce document-là. Ça, c'est différentes orientations de la ville, d'améliorer le nombre d'espaces publics. On a souvent des questions là, par rapport à c'est quoi les intentions de la ville. Ben, si leurs intentions sont décrites dans ces documents-là, on leur en donnera pas, mais elles sont conscientes là, des besoins d'accroître le nombre d'espaces publics. Et on l'a vu aussi, ils vont le refaire, j'en suis persuadé, mais la ville est très orientée vers la participation citoyenne, donc respecte généralement ce qui est présenté dans les différents documents que je vous ai cités. Pour ma part, c'est terminé. Merci, Alexandre. On comprend en tout cas mieux que dans les projets immobiliers, le zonage est incontournable. Exactement. Un rempart qui peut empêcher des erreurs ou protéger des espaces concernés par les 10 projets. Là.
Je vais peut-être en Pour- profiter, Marielle. J'allais Oui. oublier, j'avais des questions, puis on les avait demandées, puis je vais le faire parce que c'est à moi, puis pour pas amener de doute. Mais on avait 2 questions par rapport au zonage. Je vais les passer rapidement. Je pense que Mhm, c'est pertinent. mhm. On a une question qui disait si le changement de zonage est refusé, que le club de golf devait cesser ses opérations, vendre le terrain, les propriétaires futurs ne devraient-ils pas aussi faire une demande de changement de zonage? Incontournable. On ne peut pas penser, puis ça a été essayé à maintes reprises, un développeur achète un terrain, le laisse aller en faillite pour forcer la ville à accepter un changement de zonage. C'est une procédure qui est connue, ça ne passe pas. Peu importe le cas, le développement ou les procédures que je vous ai présentées de changement de zonage vont être forcées à l'entrepreneur, au développeur ou au futur acheteur du projet. On ne peut pas juste laisser ces genres de passe-passe-là marcher, sinon il n'y aurait pas de limite. Est-ce qu'il y aurait plus de chances d'être accepté? C'est difficile de justifier, pas nécessairement. On ne connaît pas les volontés, puis il ne faut surtout pas ne présager ou anticiper ce qui va passer dans le cas d'une cessation des opérations du terrain. Là, il n'y a personne qui peut lire l'avenir. Une autre question. Imaginons qu'un vote soit réalisé auprès des citoyens de Cap-Rouge et que nous gagnons. Que se passe-t-il à ce moment-là? Le golf perd son terrain. Non, le golf ne perdra pas son terrain. Il va falloir qu'il travaille en consultation citoyen pour voir à quel moment est-ce que son projet va devenir acceptable et va réussir à convaincre les citoyens pour un certain changement de zonage quelconque. Maintenant qu'ils vont être informés de l'impact de ce changement-là, ils vont être aptes à prendre la bonne décision. La ville peut-elle décider de faire construire un nouveau quartier ou sera-t-elle obligée de conserver les espaces verts? Ben, je pense que maintenant, vous êtes apte à répondre à cette question-là. La ville ne peut pas simplement arriver et changer le zonage. Ils ont refusé l'utilisation de la loi 122. C'en est donc la preuve. Conservation des espaces verts, ben, c'est sûr que c'est impliqué dans tous les projets. Il y a des cessations qui sont forcées dans tout développement. On l'avait vu dans ce projet-ci où ce qui léguait la partie avant du golf à la ville comme espace vert. Mais au-delà de ça, on ne peut pas sous-estimer ou estimer ce qui va arriver avec le terrain. Je pense que c'est tout pour mes questions. Merci. Alors, je disais donc que ça veut dire que pour faire respecter, en tout cas, il est essentiel ce que tu donnais à la fin là, en termes de référendum et de processus. C'est essentiel de s'impliquer si tout processus était initié lors d'une demande de changement de zonage pour faire valoir nos droits. Donc, c'est le processus le plus logique à suivre. Alors, merci, c'était très éclairant dans ce cadre-là.